Bonjour à toutes et à tous. On va... Guten Morgen an alle. Wir beginnen jetzt über die Herausforderungen und europäischen Aussichten. Bevor wir in Media Res gehen, möchte ich Ihnen sagen, dass Sie über Kopfhörer verfügen für die Verdolmetschung, vor allem wenn Sandra Büchele sprechen wird. Kanal 1 Französisch, Kanal 2 Deutsch. Wenn Sie noch keinen Kopfhörer haben und sprechen nicht beide Sprachen, würde ich sagen, Sie holen sich noch schnell einen Kopfhörer am Eingang des Saales. Ich heiße Sie alle herzlich willkommen für diesen letzten Teil des Vormittags, für diese Plenarsitzung über europäische Perspektiven. Es geht de remise en question des programmes de diversité et de promotion de l'égalité femmes-hommes. Vous l'avez forcément constaté, le président américain Donald Trump a suspendu en janvier les employés gouvernementaux et des programmes de diversité et d'inclusion, DEI, et il est plus que jamais nécessaire d'établir un dialogue et des échanges et d'adopter une réponse, un positionnement commun face à cette offensive contre l'égalité professionnelle et la mixité. Donc aujourd'hui, à travers les expériences et les bonnes pratiques qui ont été mises en place par les acteurs publics côté français, côté allemand et par le Parlement européen, nous allons analyser dans cette table ronde, dans cette session, quelles réponses peuvent être adoptées pour les différentes... Quelles réponses ont été adoptées par les différentes institutions et administrations européennes. Nous avons 4 intervenantes aujourd'hui que je présenterai au fil des interventions. Je vais d'abord donner la parole à Madame Fabienne Keller. Vous avez été maire de Strasbourg de 2001 à 2008 et sénatrice du Bas-Rhin entre 2004 et 2019. Vous avez ensuite été élue députée européenne en 2019 et réélue en 2024. Est-ce que vous pourriez nous parler des initiatives européennes sur la mixité et la promotion des femmes dans les domaines des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques qui sont traditionnellement à majorité masculine? Bien volontiers, évidemment. Merci beaucoup, chère Martha, pour cette introduction. Mesdames et messieurs, donc je salue en particulier les messieurs. La cause des femmes sera aboutie quand beaucoup de messieurs s'y intéresseront. Donc, remerciement tout particulier. Et aux femmes qui s'engagent et qui se battent pour les autres femmes. Donc, c'est avec grand plaisir que je vais répondre à votre question et surtout saluer chacune d'entre vous pour vos combats, votre engagement, votre ténacité, Madame la conseillère régionale. C'est tellement important. Et merci à la région aussi de marquer l'importance tout en étant pragmatique. Rien de mieux que le partage d'expériences, je pense, pour s'encourager mutuellement et rappeler, comme vous le venez de faire, que le combat n'est pas gagné. Parce que j'aime à dire que moi-même, j'ai profité en fait de portes ouvertes par les prédécesseurs. Moi, je rentre à Polytechnique parce que 5 ans avant, l'école a été ouverte aux filles. Donc, je suis une profiteuse. Mais en fait, il faut avoir ce souci de transmettre et de dénoncer les inégalités, d'améliorer, d'agir là où on peut dans les postes qui sont les nôtres, institutionnels ou d'acteurs. Donc, en réponse à votre question, je voudrais dire qu'avec mon groupe et ma liste qui était conduite par Nathalie Loiseau, on a décrit un concept qui s'est pas mal généralisé, qu'on appelle le pacte Simone Veil. Alors évidemment, on utilise le nom emblématique de Simone Veil à cause de ses combats multiples, et notamment celui portant sur l'IVG, mais aussi sa fierté d'être la première, alors ses fils aiment qu'on le dise au masculin, être le premier président élu du Parlement européen au suffrage universel direct, puisqu'elle était... Il se trouve que c'était une femme, donc la première présidente, mais ce n'est pas la première femme ayant cette fonction. C'est la première personne qui a accédé à cette fonction. Et c'est elle a ouvert des portes. Et dans ce pacte, donc portant son nom, nous sommes partis du constat qu'en matière de droits des femmes en Europe, les acquis existants sont assez régulièrement menacés ou bafoués. Donc le pacte Simone Veil proposait à tous les signataires de promouvoir chacun à leur niveau de responsabilité un alignement par le haut des droits des femmes en Europe sur, alors on a un mot qui n'est pas terrible, mais c'est comme ça s'appelle les droits sexuels et reproductifs.
C'est comme ça qu'on appelle le droit à l'avortement en Europe. Sur la vie de famille, sur la lutte contre les violences, sur l'égalité au travail ou encore sur le sujet sensible de la représentation politique. Alors je vais vous faire un point sur ce dernier thème. Je voudrais souligner que le Parlement européen, c'est une des assemblées les plus paritaires au monde avec 40% de femmes. Alors dans mon parcours à moi, c'est un vrai soulagement. Parce que ma première fonction d'élu, c'est d'être toute seule au conseil départemental, au conseil général du Bas-Rhin. J'étais seule et il y avait 43 hommes. D'ailleurs, très sympa, un gars de l'UDF, qui était mon compétiteur, m'avait dit « D'ailleurs, tu es sûre de perdre, Fabienne, la preuve, tu es une femme. » Puisqu'il n'y avait que des hommes précédemment dans l'Assemblée. Donc je passe de Calimero à... Bon, Calimero... énergique, mais Calimero quand même, à 40% de femmes. C'est un pourcentage qui augmente régulièrement. D'ailleurs, ce sera la seule projection sur écran. Je vais vous montrer un petit graphe qui retrace l'augmentation de la proportion de femmes au Parlement européen. J'espère que vous le voyez bien. De 79 à 2024, on est passé de presque 16% à 40%. Donc au Parlement européen, il y a, voilà, ça sent l'équilibre. Il y a d'ailleurs beaucoup de jeunes, il y a pas mal de gens issus de la diversité. Enfin, il y a une vraie diversité de représentation qui est assez exemplaire. Ce graphe n'a pas été mis à jour pour la dernière élection et c'est bien la marque que les questions de parité, c'est les derniers trucs qu'on met à jour dans les systèmes de communication du Parlement européen. Donc il y a encore des marges de progrès. C'est la petite... voilà. Je vais leur dire qu'ils ne sont pas à jour. Ça fait combien de temps 9 mois après l'élection. Néanmoins, c'est un bon taux. Au Bundestag, à l'Assemblée nationale, on est à 1/3, c'est pas mal. On a quand même au Parlement européen aussi 2 femmes à la tête de grandes institutions européennes. Donc on a Roberta Metsola, la Maltaise, qui est présidente de notre Parlement européen. La seule femme qui l'avait été avant elle, c'est Nicole Fontaine, la Française, malheureusement décédée. Et bien sûr, Simone Veil, pardon, avant. On a également, bien sûr, Ursula von der Leyen. Il faut rappeler que la nomination d'Ursula von der Leyen contre M. Weber, Manfred Weber, est un résultat de l'exigence d'Emmanuel Macron en juin 2019 d'avoir une parité dans les principaux postes européens, donc président du Parlement, président de la Commission, président du Conseil et président de la Banque centrale. C'est ainsi aussi qu'il propose Christine Lagarde dans une parité assurée dans ces grandes institutions. J'oublie le 6e, c'est le SEAE, le grand diplomate. Ce sera Joseph Borrell au mandat en question. En 2019, le Parlement européen a également adopté une directive sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, avec des règles sur le congé de paternité et parental. Alors une directive, c'est-à-dire un texte que les États membres doivent transposer, ce qui permet alors de l'adopter, mais ce qui n'est pas applicable directement, donc c'est faible et fort à la fois. C'est fort parce que ça encadre. Dans ces sujets où il n'y a pas de compétences directes de l'Union européenne, c'est en général l'outil qu'on utilise, mais ça n'exclut pas qu'il y ait des disparités à l'intérieur de l'Europe, donc le combat continue. L'idée était d'augmenter le taux d'emploi des femmes, d'inciter les pères à prendre leur congé et promouvoir l'égalité homme-femme et l'égalité des chances. Et puis l'idée, c'était aussi de nourrir le débat, à l'occasion de ce débat qui a abouti à la directive, sur les disparités, sur les bonnes pratiques. Nous avons également, en mars 2023, adopté de nouvelles règles de mesures contraignantes sur la transparence salariale. On va voir si elles résistent à l'omnibus de simplification, qui progresse, parce que ça fait partie des trucs que les uns et les autres veulent faire sauter. L'idée, c'est que la transparence crée le name and shame. Hein, on se rend compte des écarts et des injustices, parce que ces règles de publication sont souvent peu appréciées par les entreprises peu vertueuses. Enfin, le Parlement souhaite aussi faciliter l'accès des femmes aux postes de direction, promouvoir l'égalité des sexes dans les conseils d'administration. En novembre 2022, on a approuvé des règles visant à plus de transparence dans les procédures. Donc on a pas mal travaillé au précédent mandat, mais
c'est peut-être pas bien pour terminer cette première intervention, une note un peu moins optimiste. La nouvelle ambiance, vous l'avez évoqué, l'administration Trump, ces idées qui diffusent à une vitesse incroyable. D'ailleurs, je sors d'un échange avec des jeunes de l'école européenne. Ils sont extrêmement imprégnés de ça, parce qu'ils suivent, ils regardent, donc ça a un effet. Et ils en débattent, mais tout le monde n'en débat pas. Il y a des gens qui reçoivent cela comme une information. Et la vie a changé aussi au Parlement européen. Je veux témoigner ici que nous sortons on a eu il y a quelques mois les auditions des commissaires européens. Les femmes ont subi une pression liée au fait qu'elles sont femmes. J'ai jamais vu des comportements pareils. Ladja Habib, la commissaire qui est belge, qui est la seule personne représentant la diversité, a subi des questions qui étaient inadmissibles, incorrectes, répétitives de la part de l'extrême droite. On ne s'est permis ça que parce que c'était une femme. Les mêmes n'ont pas du tout été posées aux hommes. Donc on a un effet de pression qui vient notamment de l'extrême droite, de banalisation, de propos très limites, de questionnements qui ne sont jamais reproduits pour les hommes, qui sont inadmissibles, et il est important de les dénoncer, et je veux en témoigner ici. Donc le combat continue, mesdames. Donc merci tout particulièrement de me permettre de participer à ce débat et d'être ensemble plus fortes, de s'encourager chacune et chacun dans nos institutions, dans nos engagements, à continuer à se battre pour la cause des femmes comme une sorte d'avant-poste pour la représentation de la diversité plus largement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et pour rebondir à ce que vous disiez sur cette offensive, disons les mots, cette offensive réactionnaire, elle impacte aussi, on le voit de l'autre côté de l'Atlantique, le monde de la recherche. On va donc s'intéresser maintenant à la coopération qui doit être menée du côté du monde de la recherche. J'accueille parmi nous Véronique Perdereau. Vous êtes aujourd'hui rectrice déléguée pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation au sein de la région académique Grand Est, mais avant ça, vous avez étudié et travaillé comme professeur d'université dans le domaine très majoritairement masculin de la robotique, et vous avez été vice-présidente Europe de l'université de la Sorbonne. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer, à travers votre parcours, le rôle fondamental de la coopération européenne dans le monde de la recherche, et en quoi la coopération européenne permet aussi de faire avancer l'égalité dans le monde de la recherche et de l'enseignement supérieur? Alors, je vais commencer peut-être par des propos relativement institutionnels sur la notion de coopération européenne qui est absolument indispensable. La science ne peut se développer que sans mur. Il faut que les chercheurs aient des situations pour partager leurs résultats, pour travailler ensemble. Et c'est un atout majeur pour la recherche française que d'être impliqués dans des projets internationaux et tout particulièrement dans des projets européens. Nous avons un taux de réussite en France particulièrement élevé, c'est-à-dire que nous savons parfaitement monter des projets, mais malheureusement, il y a encore trop peu de chercheurs qui se lancent dans cette aventure, ce qui explique au bout du compte nos résultats que l'on considère relativement décevants. Alors nous sommes dans le haut du classement en termes de participation au programme cadre, mais on pourrait faire mieux si les chercheurs se censuraient un peu moins. Et dans cette compétition, les femmes ont tout à fait leur place. Je suis extrêmement bien placée pour vous le dire, et c'est ce que je vous ai raconté. Juste pour terminer sur ce volet européen, à la région académique, avec notre délégué régional à la recherche, nous avons décidé d'être plus offensifs, et nous sommes tout à fait main dans la main avec la région à travers la création du comité de liaison Europe, de sorte à accompagner, inciter, encourager les chercheurs à renforcer leur participation, et tout particulièrement sur des projets, et j'ai besoin de vous le dire pour la suite, sur des projets
collaboratif qui inclut des partenaires industriels. Les chercheurs considérés comme les meilleurs talents dans leur domaine n'hésitent pas à se positionner sur des chaires de type ERC. Quand on leur parle de monter du projet collaboratif, c'est une autre histoire. Il faut s'entourer d'autres chercheurs, d'autres équipes partout en Europe. Alors, j'en arrive à ma propre histoire. Vous avez rappelé que je suis professeur d'université, professeur sans E. Moi, je trouve que ce n'est pas un progrès que d'appeler une femme qui est maître de conférence maîtresse de conférence. Je trouve que c'est une façon de la distinguer. Pourquoi n'aurait-elle pas le titre qui correspond à sa fonction au même titre qu'un homme ? Alors, je suis arrivée aux études scientifiques sans vraiment me poser de questions. Et je trouve que finalement, aujourd'hui, finalement comme vous, j'ai l'impression, madame, j'ai fait un bac C, j'avais de bons résultats en maths. Voilà, eh bien, on y va. Où est le problème ? Et je me suis dirigée ensuite vers des études scientifiques que mes parents, il faut bien le dire, m'ont laissé faire en toute liberté. Et là encore, je ne voyais pas le problème. J'ai commencé à le comprendre quand j'ai commencé ma carrière. J'ai soutenu ma thèse. Pour la petite histoire, j'ai invité mon grand-père, ingénieur arts et métiers, qui m'a dit à la sortie « Bah ça alors, moi je croyais que tu allais être prof de piano ». Donc j'ai soutenu une thèse en robotique, effectivement un environnement très masculin, et puis j'ai fait ensuite toute ma carrière. Et quand on m'a nommée rectrice il y a 2 ans et demi, j'étais arrivée tout en haut de l'échelle, ce qui n'arrive pas forcément même à des collègues masculins. Donc je suis sortie de mon université au dernier échelon. Et pour ça, le parcours n'a pas été sans embûches. Parce que finalement, c'est vraiment pas facile de mener de front sa vie de femme et sa vie de chercheuse. Parce que la recherche, c'est un travail sans fin. Il ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête pas au moment où on sort de son bureau et on ferme la porte. Alors certaines femmes ont estimé devoir sacrifier leur propre vie. Et certains hommes disent de ces femmes-là, oui, mais elle ne vit que pour son boulot. Alors là, moi encore, j'affirme une chose, c'est que je n'ai rien sacrifié. Je suis ce qu'on appelle désormais une mère de famille nombreuse. Et j'ai élevé mes enfants avec les moyens que j'avais, vivant à Paris, donc avec un coût de la vie plus élevé qu'ailleurs, donc sans femme de ménage. Ça suppose qu'il faut faire beaucoup d'efforts. Et j'ai été très, très meurtrie quand un collègue a dit de moi, derrière mon dos, « Oui, mais Véronique, à 17h, elle est sortie. » Ben oui, à 17h, j'allais chercher mes enfants à l'école, m'occuper d'eux, et j'ai rédigé mon habilitation à diriger des recherches la nuit. Parce qu'une fois qu'ils étaient couchés, le travail reprenait. Ça demande des sacrifices. Et ça, je pense qu'il faut en prendre conscience. Qu'une femme, pour arriver au même niveau qu'un homme, elle doit faire beaucoup d'efforts, même si son mari est là en soutien. Parce que ses enfants, ils sont nés d'elle. Et donc, elle a consacré un moment de sa vie pour les mettre au monde. Donc, elle a pris du retard dans ses publications scientifiques. Et quand on arrive au concours prof, avec un compétiteur, collègue, qui a 3 ans de plus, un dossier qui ne vaut pas plus, mais où on vous dit, une collègue femme, tu as choisi d'avoir des enfants, tu vas attendre. Et donc à ce concours, pour un poste, c'est lui qui est passé. Alors ça a quand même remué les foules, parce que les membres de la commission sont montés immédiatement à la présidence, et fait inédit, c'est pas un poste qui a été attribué, mais 2, pour lui et pour moi. Donc ça, j'ai apprécié ce geste et j'ai pu poursuivre ma carrière. Avec tout cet environnement familial où je considère n'avoir rien sacrifié, mais du coup m'être considérablement mobilisée sur tous les champs, je suis arrivée à l'habilitation à des recherches avec un CV honorable, mais qui ne valait pas plus que celui d'un autre et qui n'était pas au niveau d'une bourse ERC. Pour autant, on m'a dit à l'habilitation, mais il faut aller à l'extérieur, et j'avais eu la chance de pouvoir accueillir dans mon jury
des chercheurs internationaux. Et là, on m'a dit, il faut y aller. Il faut monter du projet européen. Je ne savais même pas ce que c'était. Je n'avais pas la première adresse du site. Et là, j'ai été aidée par des femmes. Je pense que c'est la sororité. Par une femme professeure roumaine qui, par l'histoire de son pays, avait, bien avant nous, la France, commencé à frapper à la porte de l'Europe. Et elle avait fait un séjour dans mon labo et elle m'a dit « il faut y aller ». Alors j'y suis allée, j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai monté pas à pas un projet collaboratif. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est important ce volet et moi j'avais pas le niveau du projet individuel, j'étais pas une star. Et donc j'ai monté pas à pas mon projet, j'ai sillonné l'Europe et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai été vice-présidente de mon université ensuite sur le volet Europe. Et j'ai réussi à convaincre des collègues hommes de monter à bord de mon projet. Alors on l'a soumis une première fois, on a échoué, on ne réussit jamais du premier coup. Et je dois dire que j'avais fini le montage en préparant le budget du projet sur ma table de cuisine. C'était un peu léger. Mais on m'avait dit que le projet était excellent sur le plan scientifique. Ça m'a encouragée. Et puis, à ce moment-là, mon université montait une cellule Europe, une femme à la tête. Elle m'a dit, Véronique, il ne faut pas lâcher. Il faut remettre ça. Alors, patiemment, j'ai amélioré mon projet. Et je l'ai obtenu. Un projet de 4 ans, 6,3 millions. 9 équipes européennes qui m'ont fait confiance. Beaucoup d'hommes, mais finalement pas mal de femmes. Peut-être plus qu'en France dans ce domaine de la robotique. Alors une fois qu'il est arrivé, ce projet a un vrai succès, une grande fierté, la récompense d'énormément d'efforts. Il y a un collègue de mon laboratoire qui est allé parler et qui a dit devant moi au directeur de la recherche, l'université prend un gros risque de lui laisser la coordination de ce projet. Il faut le donner à un homme. Texto. Alors on me l'a laissé parce que de toute façon ils n'avaient pas le choix. Il était à mon nom ce projet, le contrat je l'avais porté, je l'avais défendu parce que c'était en plus, comme j'avais échoué une première fois, j'ai dit quitte à échouer, on va échouer avec panache. Et donc ce projet qui a gagné, il était en volume le double du premier. Et j'avais pris une voie plus exigeante qui n'existe pas, qui était la voie des Integrated Projects, qui avait une version écrite et une version orale. Et donc j'ai défendu mon projet devant 13 experts au Luxembourg. Et j'avais la possibilité d'être accompagnée, et de fait c'était 3 hommes, mais on y était allés, finalement, on était une équipe de cadres, très motivés. Et ces cadres-là, ces 3 autres hommes-là, ils ont été vraiment en soutien. Donc c'était parfaitement injuste. Ça n'a pas y a eu de suite, mais quand même, j'ai rencontré énormément d'embûches pendant la vie de ce projet européen, parce que on a essayé de me faire pas mal de crocs en jambes. On aurait bien voulu que ça échoue. Pas de chance, ça a réussi. Ce projet a été reconnu, primé, et j'ai reçu le prix des étoiles de l'Europe. Alors ça aussi, ça fait chaud au cœur, après tout ce parcours. Donc en fait, le message, il est là. Moi, je veux dire aux femmes, allez-y. Vous avez votre place, ne faites pas de sacrifice. Bien sûr, ça va demander un effort considérable. Et on le voit, je l'observe encore dans les carrières, les femmes, avec ce syndrome de l'imposteur qui leur est imprimé, elles ont tendance à en faire 3 fois plus que les hommes. Et on leur dit « Ah oui, non, mais elle en fait trop. » Bon. Donc il faut y aller. Les femmes ont toute légitimité. Par la suite, j'ai évalué une quantité phénoménale de projets européens à la demande de la Commission européenne. Le critère de la parité est présent et important. Alors certains diront, bah oui, on va mettre une femme coordinatrice, ça va nous aider à avoir le projet.
Non, le projet sera effectivement obtenu par sa qualité scientifique et sa qualité de mise en œuvre. Mais les femmes ont leur place, elles sont reconnues, et je peux vous dire que j'ai vraiment eu du respect pendant ces 4 années de tous ces hommes. Il y avait au bout du compte une centaine de chercheurs autour de moi, quand même pas mal de femmes, mais tous ces hommes m'ont beaucoup respectée. Merci beaucoup. Véronique Perdereau, merci pour ce témoignage très touchant qui, je pense, a parlé à beaucoup de femmes qui sont mères et qui travaillent dans cette salle. Votre témoignage nous montre que les femmes doivent redoubler d'efforts pour pouvoir arriver encore aujourd'hui aux mêmes responsabilités que les hommes, qu'il y a, vous avez parlé de la double, voire de la triple journée, et ça n'est pas normal que vous soyez obligés de passer la nuit à travailler sur un projet, et je pense que c'est tout l'objectif de ces 2 journées de rencontres autour de la mixité. L'objectif de ces 2 journées, c'est que le monde du travail, le secteur privé et le secteur public, fasse bouger les lignes et accompagne un vrai changement sociétal sur la parentalité, et que ce soit plus des femmes au niveau individuel qui aient des parcours exceptionnels et soient obligées de faire des sacrifices. Moi, je parle de sacrifices parce que quand on ne dort pas de la nuit pour pouvoir travailler sur un projet, je considère que ça n'est pas un effort, c'est un sacrifice. Et donc, voilà, c'est là tout le rôle du secteur privé et des acteurs publics de faire bouger les lignes et d'assumer, d'impulser un changement de la société. Et donc, on va passer maintenant, ça nous permet de faire une transition sur le monde du travail. Et on va traverser la frontière vers l'Allemagne. Je vais donner la parole à Sandra Bukele. Vous êtes directrice des affaires de l'égalité des chances sur le marché du travail au sein de l'Agence fédérale pour l'emploi, pour la direction régionale Baden-Württemberg. Est-ce que vous pourriez nous dresser un état des lieux de l'intégration des jeunes femmes dans les STEAM en Allemagne et nous parler de votre Girls Academy programme, un programme, si j'ai bien compris, de sensibilisation qui a été mis en place il y a maintenant 13 ans. Et excusez-moi, juste avant de vous donner la parole, je vous rappelle que vous avez des écouteurs à votre disposition, Canal 1 en français et Canal 2 en allemand. Merci beaucoup. Ja, vielen Dank, liebe Martha. Merci beaucoup, chère Martha. Merci beaucoup aussi à mes 2 préopinantes qui ont montré très clairement à quel défi les femmes continuent d'être confrontées dès lors qu'elles veulent se lancer avec succès dans des professions STEAM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Alors évidemment, il faut quelques chiffres, cela n'ira pas sans chiffres, mais rassurez-vous, après, ça sera plus passionnant. Ah oui, c'est mon portable qui sonne, dit l'intervenante. En Allemagne, la proportion des femmes exerçant des métiers STEAM est en Allemagne de 17%. C'est une légère hausse, car en 2018, cette part n'était que de 16%. Mais nous sommes encore en dessous de la moyenne. Si nous regardons la part des femmes selon les qualifications, toujours dans les métiers STEAM, nous voyons que le tableau est plus différencié. En effet, dans les professions certifiantes avec un diplôme, dans les professions certifiantes, elle n'était de 14%, mais dans les professions requérant un diplôme universitaire de 26%. Donc là, c'est nettement plus élevé. Et c'est fascinant, les jeunes femmes, en dessous de 35 ans, sont représentées de manière supérieure à la moyenne, et ce, dans toutes les professions de type STEAM. Alors, ces chiffres montrent clairement que les jeunes femmes s'intéressent aux professions de type STEAM. Mais en même temps, les obstacles sont très semblables à ceux que vous venez de décrire. J'aimerais vous emmener maintenant au Bade-Württemberg, c'est la région voisine de l'Alsace, parce que là, nous avons encore des chiffres tout à fait fascinants qui montrent pourquoi cela vaut la peine de faire un investissement précoce. En juin de l'année dernière, au Bade-Württemberg, nous comptions presque 42% de femmes dans les métiers STEAM. Ce n'est pas trop, il y avait 1,1 million d'hommes, mais, je le disais, c'est fascinant, nous avons constaté une augmentation de 28% des femmes dans les STEAM. Chez les hommes, cette augmentation n'était que de 11%. Et si nous regardons les étudiants et étudiantes, la part des femmes dans les disciplines STEAM était de 32,4%. Et ce qui est intéressant, c'est
de voir le long terme. En effet, si l'on regarde ce qui s'est passé depuis 2013, la proportion d'étudiants masculins pour des métiers STEAM a baissé de 3,9%, tandis que la proportion de femmes en première année universitaire a augmenté de 30%. Donc, recul chez les hommes et un intérêt massif en augmentation chez les femmes. C'est pourquoi je suis très heureuse de pouvoir vous présenter aujourd'hui la Girls' Day Academy. La Girls' Day Academy a été créée en 2007 à l'initiative de la direction régionale Bade-Wurtemberg, de l'Agence fédérale de l'emploi, et elle est mise en œuvre entre-temps dans 4 autres États allemands. Alors nous avons la journée des filles, le Girls' Day, c'est une journée d'action au mois d'avril, où des élèves s'intéressent à la profession, dans les entreprises, et pour beaucoup, c'est la première fois qu'elles voient ce qu'est une telle profession scientifique. Alors, pour approfondir cette journée, il y a l'Académie, Girls' Day Academy, parce que quand, par exemple, une élève de 5e, classe 7 en Allemagne, s'intéresse, il y a encore 2 ans à franchir, il y a un fossé de 2 ans, donc il faut maintenir cet intérêt, il faut le maintenir vivant. C'est pourquoi la Girls' Day Academy s'adresse à des filles de la 5e à la terminale, les classes 7 à 10 en Allemagne, et ce pour tous les types d'établissements scolaires. Donc, les Girls' Day ont lieu une fois par semaine, sous forme de projets extrascolaires à l'école. Et si vous prenez une année scolaire, on la divise en 120 unités d'enseignement, des unités de cours. Donc, cela a lieu une fois par semaine. Et la Girls' Day Academy repose sur 3 piliers. Alors, par exemple, la composante pratique est très importante. Ainsi, les élèves construisent une voiture à énergie solaire, elles conçoivent des sièges en carton pour leur chambre, etc. Donc, et même sur les applications possibles de l'IA. Et ce qui fait beaucoup plaisir à la plupart des élèves, c'est qu'elles ont à la fin un produit qu'elles peuvent ramener à la maison pour montrer ce qu'elles ont fait. Et ce qui est beau dans ces ateliers, qui constituent le premier pilier de la Girls' Day Academy, c'est que pour les filles, c'est souvent la première occasion de reconnaître qu'elles ont des compétences techniques scientifiques. C'est la première fois qu'elles pouvaient le constater parce qu'elles ont pu essayer. Alors, c'est un début, mais qu'il faut approfondir. Et elles se rendent compte que cela procure de la joie. Le deuxième pilier, ce sont les excursions dans les entreprises et les universités. Là, il est important que si les filles se décident pour un métier STEAM, elles apprennent à connaître les conditions réelles d'exercice de ce métier. Souvent, dans les entreprises, ce sont justement les femmes qui organisent cette journée pour les élèves. Et c'est vrai que les élèves ont alors des modèles. Par exemple, elle voit quelqu'un qui, 2-3 ans auparavant, s'est décidé pour un tel métier. Et c'est très important d'avoir des modèles. Les universités invitent des étudiants, des anciens étudiants, ou bien des femmes qui, exerçant un métier STEAM, ont eu accès à une position de cadre. Et alors, on se rend compte, tiens, et le message, c'est bien celui-ci, tu as de très bonnes chances de réussir toi aussi dans un métier STEAM. Et ces visites, ces excursions sont très importantes aussi parce que dans la tête de nombreux parents, l'image des emplois col bleu subsiste encore. Donc les métiers sales, bruyants, pénibles, que bien sûr, aucun papa, aucune maman ne voudrait voir sa fille exercer. Mais la réalité, on s'en rend compte alors, est très différente parce que 30 à 40 ans sont passés et les parents étaient restés accrochés à ce stéréotype d'antan. Donc, les filles reviennent de la visite d'entreprise et le soir au dîner, elles racontent ce qu'elles ont vécu et les parents s'aperçoivent que, mais c'est passionnant, c'est même pas mal payé et les possibilités d'avancement sont intéressantes. Le troisième pilier est constitué par les ateliers transversaux. Dans ces ateliers,
Il s'agit pour les filles d'être très actives dans le cadre de cette Girls' Day Academy et d'en recueillir une valeur ajoutée. Alors, il y a par exemple des savoir-être à acquérir, par exemple des techniques de présentation, des choses qu'elles peuvent utiliser dès le lendemain à l'école. Le retour d'information des enseignants est que cela fonctionne très bien. Par exemple, pour celle qui était un peu timide, eh bien, elle fait une présentation. Celle qui avait l'air très calme dit « Ah, mais j'ai appris des choses sur les techniques de projet, je voudrais en parler, je pourrais en parler. » Donc, on les voit sortir d'elles-mêmes et c'est bien important. Parce que si l'on investit 120 unités de cours par an, il faut voir un résultat. Non seulement que cela fasse plaisir, mais que cela apporte un plus pour leur scolarité. Dans le Bade-Wurtemberg, où cela fonctionne très bien, environ 5000 élèves ont participé à ce programme avec succès. Si nous ajoutons les 4 autres États fédéraux, nous arrivons bientôt à 8000 à 9000 participantes. Nous ne pouvons pas tout à fait valider ce chiffre parce que, ayant commencé comme projet Bade-Wurtemberg, nous avons eu ensuite des demandes de Bavière, de l'État de Berlin, de la Basse-Saxe, de la Saxe, les 4 autres États. Alors nous avons dit, mais vous pensez qu'on peut le faire? Donc on n'a pas vraiment compté, évalué, mais ça doit bien faire 8000 à 9000 participantes. À la fin de chaque projet, les participantes, mais aussi les entreprises et les écoles, participent à une enquête, donc à un questionnaire. Et là aussi, c'est passionnant parce qu'on voit que la Girls Academy fonctionne. Elle ne fonctionne pas en ce sens que tous les 5000 élèves au Bade-Wurtemberg ont dit « Oui, je m'inscris pour un métier STEAM ». Non, mais ça fonctionne de 3 manières. Un tiers des participants répond très clairement à ce questionnaire. Maintenant, je sais ce que je ne veux pas faire. Voilà, j'ai traversé tout ça, j'ai rassemblé des expériences. C'est quelque chose que je pourrais faire, mais ce n'est pas vraiment mon genre, les métiers STEAM. Bon, c'est très bien, c'est important pour nous de le savoir, parce qu'alors nous pouvons veiller à une orientation professionnelle claire. Cela permet de remédier des choix erronés ou des décrochages. Donc, c'est déjà une prévention, puisque les élèves ont appris ce que contenait un métier STEAM. Le deuxième tiers dit « Oui, bon, moi j'ai participé parce que ma copine, elle y allait. » Alors, on ne voulait pas quitter le groupe. Et ces filles écrivent très souvent dans le questionnaire « Et puis après, ça m'a vraiment plu. Il y a quelque chose qui m'a plu. Il y a quelque chose qui m'a interpellée. » Ce deuxième tiers, ce sont les élèves qui ne savent pas encore si elles vont choisir un métier STEAM, mais qui ont maintenant une vision beaucoup plus claire. Elles vont prendre leurs décisions plus tard. Et le dernier tiers, ce sont les élèves qui disent oui, pour certaines, ça les intéressait déjà, mais ce dernier tiers, les élèves disent oui, j'y vois là un avenir professionnel, ça me plaît, et c'est ce dernier tiers qui est bien décidé à approfondir les choses dans le domaine de ces métiers après l'expérience de la Girls' Day Academy. Par exemple, en physique, nous avons quelqu'un qui a pas à pas a avancé et maintenant fait son doctorat en physique. Je ne peux pas citer de nom, mais nous en avons dans ce dernier tiers. Ce qui est très important, c'est que les entreprises nous font également des retours positifs. Les entreprises apprécient beaucoup l'existence de cette Girls' Day Academy parce que beaucoup de diplômés de la Girls' Day Academy reviennent faire un stage pratique en entreprise ou réapparaissent, par exemple, comme candidate à un emploi. Et alors, elles se disent « Ah, mais je connais déjà, celle-là, je la connais. » Et la part de filles a augmenté ici. Et les universités font également ce retour d'information et nous disent, oui, dans leur document de candidature, elles citent la Girls' Day Academy. Et maintenant, j'ajoute un petit détail, mais qui a son importance parce qu'il est décisif. La Girls' Day Academy est un produit protégé. C'est une marque protégée qui a
démarré à une époque où il y avait beaucoup de projets similaires, donc sous la dénomination STEAM, il y en avait beaucoup, et on ne savait pas exactement ce que les participantes faisaient. C'est pourquoi nous avons voulu protéger la marque, préciser le nombre d'unités de cours, et c'est maintenant une grande valeur ajoutée pour nous. Parce que lorsqu'une participante arrive dans la Girls' Day Academy, elle sait de quoi il s'agit, elle a déjà une expérience et elle a tenu toute une année scolaire avec en parallèle donc la Girls' Day Academy. Et c'est pourquoi pour nous c'est une offre qui fait clairement partie du programme standard de l'Agence fédérale de l'emploi au Bade-Württemberg, en Bavière, en Saxe, en Basse-Saxe et dans l'État de Berlin. C'est une offre dite mono-éducative, donc seulement pour les filles, et se poursuit en parallèle à leur scolarisation. Et nous avons maintenant des écoles qui nous font des demandes parce qu'elles voudraient la même chose pour les garçons, mais nous n'admettons pas ça parce que nous avons besoin de ce cadre protégé de la Girls' Day Academy pour rendre les choses vraiment réelles et faisables pour les filles. La protection en tant que marque et les succès de cette Girls' Day Academy qui fonctionne nous encouragent à poursuivre. Et maintenant, c'est avec plaisir que nous prenons vos questions. Mais c'est Martha qui va décider. Merci beaucoup Madame Bukele pour cet exemple très concret d'une mesure qui a été mise en place et qui, j'en suis certaine, pourra nous inspirer côté français. On va donc retraverser la frontière et s'intéresser maintenant à la France et plus particulièrement à la région Grand Est. Valérie Debord, qui est vice-présidente de la région Grand Est, devait être présente, mais elle a malheureusement eu un empêchement. Et je remercie chaleureusement Stéphanie Kiss de l'avoir remplacée. Vous êtes conseillère régionale, présidente de la commission formation professionnelle. Vous œuvrez en tant qu'élue locale à la formation et l'insertion professionnelle depuis plus de 10 ans. Pourriez-vous nous dire qu'en est-il de la politique régionale de formation et sa prise en compte de la mixité? Et enfin, est-ce qu'il y a des projets de coopération transfrontalière? Peut-être que après cette session, des projets vont naître sur le sujet de l'égalité professionnelle et de la mixité. Merci beaucoup et bonjour à tous. Alors merci beaucoup pour ce très beau témoignage que vous nous avez fait d'un magnifique projet. Et je pense qu'on a bien noté et ça vient tout à fait en résonance par rapport à toutes les actions que nous menons. Alors effectivement, la région Grand Est a beaucoup d'actions parce qu'on est très investi sur cette question de mixité, de promotion des métiers aussi techniques, scientifiques, mais aussi numériques à destination des jeunes femmes et des jeunes filles. La promotion de parcours qui soient exemplaires, mais de beaux parcours. Et puis à travers à la fois notre politique régionale en faveur de l'orientation et de la promotion des métiers, où on essaye de mettre en règle générale un focus particulier sur les femmes, les jeunes filles, pour permettre effectivement cette mixité. Alors ça passe par des capsules vidéo avec des jeunes femmes sur des postes un peu atypiques, des postes qu'on a l'habitude de voir occupés par des jeunes hommes, des hommes ou des garçons. Donc là, quand on a des femmes, on essaye de les mettre en avant le plus possible. Et puis, on a aussi mené, avec Sylvie Dalguerre, un beau dispositif qui s'appelle L plus Grand Est égale Science, qui avait pour vocation, sur 3 ans, de pouvoir justement appuyer, porter des projets qui soient innovants, et qui s'adresse à un public dès le plus jeune âge, parce que vous avez tout à fait raison dans ce que vous dites, c'est vraiment dès le plus jeune âge qu'il faut aller chercher et donner cette petite appétence aux matières scientifiques, aux mathématiques, et permettre aux jeunes filles, ou très petites filles, de se rendre compte elles sont aussi faites pour ces matières scientifiques, elles sont très très bonnes en maths, et leur donner envie de pouvoir continuer et de pouvoir se voir occuper des postes dans des métiers, dans ces métiers. Donc ce beau projet, il est né en 2023. C'était donc un appel à projet que nous avions lancé. Le premier lancement,
je trouve que cette réflexion, elle est plutôt intéressante et elle nous montre aussi, parce que ça fait 2 jours qu'on travaille quand même sur cette question-là et il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Lorsque nous avions lancé en 2023 ce projet, cet appel à projet, les premiers projets qui sont venus ne rentraient absolument pas dans ce que nous attendions. Et là, on s'est dit, mais soit on a mal passé la commande, donc on a mal présenté les choses, parce qu'on voulait vraiment des actions totalement innovantes qui viennent, qui s'adressent à l'ensemble des femmes, des jeunes filles, en fonction de leur parcours. Et on nous a présenté en fait des projets qui étaient un petit peu la continuité de ce qui se faisait jusqu'alors. C'est pas ce qu'on souhaitait. Et l'idée de la région, c'était de mettre des moyens importants sur 3 ans pour avoir des choses un peu différentes et qui soient peut-être arrêter de saupoudrer, arrêter les petites actions, mais enfin vraiment des choses assez conséquentes. Et du coup, on a retravaillé avec l'ensemble des porteurs. On a revu un petit peu notre copie, nous aussi de notre côté. On a retravaillé avec l'ensemble des porteurs. Et aujourd'hui, je pense que la coopération qui en est née et les journées qu'on vit aujourd'hui, elles en font aussi partie. Ça a été aussi, c'est aussi né de cette co-construction. Eh bien, nous permettent d'avoir quelque chose, une belle matière qui ensuite, pourquoi pas, pourrait déboucher sur quelque chose d'aussi intéressant. En tout cas, je pense que le projet que vous nous avez présenté, ce qui est surtout intéressant, on a parlé hier et on n'a pas arrêté de parler de la question de l'évaluation. On a du mal à évaluer nos politiques publiques et on a du mal à évaluer ce type d'action et ce type de mobilisation sur le long cours. Quand vous nous annoncez les chiffres, ces chiffres, ça laisse rêveur, véritablement. Donc, je pense que c'est de l'espoir, vraiment. Et on se dit que quelque part, il suffit de prendre les choses du bon bout. Vous avez raison, c'est du gros investissement. C'est là-dessus que nous étions partis. Et je pense que c'est aussi une coopération. On ne fait pas les choses seuls. Ça a été démontré sur toutes ces 2 journées. On ne fait pas les choses seuls. On travaille en partenariat avec les services de l'État, de l'Éducation nationale, bien entendu, mais avec l'ensemble des branches, l'ensemble du tissu économique, des entreprises, parce que ça vient aussi de là, des parents. Il faut aussi pouvoir agir sur les parents et c'est casser un petit peu les stéréotypes. En tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de résonance par rapport à ce que vous nous avez présenté. Et donc, pourquoi pas, cette action L plus Grand Est égale science. Derrière, ça pourra aussi amener d'autres choses, peut-être un petit peu plus concrètes. En tout cas, pour en revenir à des choses concrètes, la semaine dernière, nous avons donc voté pour un budget de 260 000 euros pour 13 actions qui se développeront sur l'ensemble des anciennes régions, à l'ensemble du territoire régional, et qui vont s'adresser à des jeunes filles de la primaire jusqu'à des femmes en reconversion professionnelle pour essayer d'être vraiment sur un spectre très très large et pouvoir donner envie. Ça, c'est important et on a aussi une action à laquelle je tiens beaucoup en matière de promotion des métiers et notamment de mise en valeur et de mise en perspective de l'excellence. Eh bien, c'est aussi les World Skills, la compétition des métiers sur laquelle la région est très très investie et on accompagne beaucoup, mais aux côtés aussi de l'ensemble des partenaires, que ce soit Éducation nationale ou que ce soit aussi les entreprises, parce qu'ils sont sans eux et sans les branches, on fait peu. Donc cette compétition régionale, nous l'avons organisée en site unique. Ça a permis sur un site à Metz, au parc des expositions, d'accueillir 10 500 scolaires qui sont venus voir les compétiteurs et les compétitrices qui, il faut le dire, sur des matières, on a la médaille d'or Grand Est en maçonnerie, c'était une jeune fille. En ébénisterie, les 2 médailles, c'était aussi des jeunes filles. En miroiterie, enfin voilà, dans beaucoup de métiers qui traditionnellement, en tournage, qui traditionnellement sont plutôt masculins, et ça démontre aussi, alors pour les jeunes filles, ça montre aussi qu'on peut faire. Puis là, on voit faire, donc c'est encore plus parlant. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et l'idée, c'est aussi de leur montrer la réalité en entreprise. Et là, la réalité, c'est encore plus parlant. Et ça montre aussi que les filles sont capables de l'excellence. Et ça, c'est très important. Et pour nous, il y a vraiment un gros travail. Malheureusement, nous, on en est convaincus, mais il faut réussir à convaincre. Et c'est aussi, il y aura aussi tout un travail de mise en lumière de
de ces parcours, mais ça passe aussi par là. Ça passe aussi par cet objectif d'ouvrir le champ des possibles, d'aller le plus loin possible sur la promotion des métiers. Et on travaille aussi beaucoup parce qu'on parle de mixité dans tous les métiers, c'est pas uniquement les femmes, c'est aussi amener les jeunes garçons, les jeunes hommes et les hommes à aller vers des métiers qui sont traditionnellement féminins. On pense notamment au métier du soin et de l'aide à la personne, où là on a énormément de femmes et on a très peu d'hommes, et on a besoin aussi d'hommes dans la mixité, elle est dans tous les domaines, et on a besoin aussi d'hommes dans ces métiers-là. Donc la volonté de la région, et en tout cas la politique régionale en faveur de la mixité, effectivement, on a des actions très concrètes dans le domaine de la formation, de la promotion des métiers. Mais après, c'est vraiment quelque chose d'ultra transversal, et ce prisme-là, il s'applique, et il y a une réflexion dans l'ensemble des politiques que nous menons. Et aussi les politiques que nous menions en termes de coopération internationale, puisque toutes les actions que nous menons, ou les actions auxquelles nous participons, eh bien, sont aussi empreintes de cette question-là, parce que c'est la question de l'égalité, tout simplement, et elle est apparemment, absolument essentielle. Merci beaucoup. Et merci à toutes les quatre. Merci à toutes les quatre pour vos éclairages. Après une journée et demie de discussion sur la mixité et l'égalité professionnelle, c'est sur cette plénière que vous aurez le mot de la fin. Donc je vous propose qu'on essaye de voir la lumière au bout du tunnel et que je vais vous donner à toute la parole pour identifier des actions positives, essayer d'offrir une perspective optimiste. Je vous avais initialement donné 3 minutes, ce sera finalement 2 minutes pour chacune d'entre vous. Je suis désolée, il faut tenir le timing. Et je donne d'abord la parole à Fabienne Keller. Comment continuer à travailler en faveur de l'égalité lorsque de nombreuses voix s'érigent contre les programmes de diversité dans les universités ou les entreprises? Il faut résister. Il faut défendre nos valeurs plus que jamais. Il faut penser à toutes les jeunes filles qui ont moins de chance que nous. Parce que finalement, on a vécu notre parcours comme un combat, mais peut-être que les jeunes filles d'aujourd'hui, ce sera encore plus dur. Parfois, quand je vois les jeunes filles dans les quartiers difficiles, je me dis que c'est bien plus compliqué que ce qu'elles vivent, la pression familiale, l'environnement, que ce que j'ai moi-même connu. Chaque fois que nous pouvons les encourager, les aider, comme vous venez de l'évoquer, les soutenir, organiser des formations, organiser des clubs de filles. Les mecs, ça fait longtemps qu'ils ont des clubs entre hommes. C'est pas qu'on soit sexiste, c'est que ça fait du bien de se conforter, de se raconter les anecdotes, de pas trop se prendre au sérieux aussi parfois, comme les filles savent peut-être le faire avec simplicité, pour s'encourager, pour tenir bon au moment où on pourrait se décourager. Moi, ce qui m'a tenu toute ma vie, c'est que mon père et ma mère me disaient régulièrement, ce qui compte dans la vie, c'est pas de chuter, c'est de se relever. Et je pense que dans le combat des femmes, c'est une idée importante. On ne peut pas gagner tout le temps. Quand vous avez failli pas être retenu pour être prof, vous vous êtes battu, et puis d'autres ont été là. Ça arrive quand même de temps en temps d'avoir des gens autour qui vous épaulent. Pas toujours, mais voilà. Donc je pense que nous devons aussi peut-être, nous qui avons eu la chance d'avoir finalement une vie dans une république, dans un pays démocratique, dans un pays où les droits, ça veut dire quelque chose, prendre la pleine mesure de ça. Moi, je ne suis pas juriste, je suis scientifique, j'aimais les maths, moi aussi. Mais finalement, le droit, c'est quand même quelque chose d'extrêmement puissant. Et au moment où les Américains, c'est quand même embêtant. Moi, je les aime, les Américains. Ils m'ont accueilli. En tout cas, leur haut représentant. Je ne pense pas que la population américaine a tant changé que ça. Semble remettre en cause des valeurs d'égalité. Je me souviens que ma meilleure copine, elle était argentine, ma voisine, dans le logement d'étudiants à Berkeley, et qu'elle bénéficiait d'un programme spécial filles, un peu comme le vôtre. Donc voilà, les programmes spécial filles aux États-Unis, c'est très ancien. C'est parce qu'ils portent l'égalité fortement, donc ce président, il peut dire ce qu'il veut. C'est quand même dans les gènes américains de porter l'égalité. Donc soyons fiers de nos valeurs, soyons fiers du modèle européen
qui désormais n'est plus un modèle américain et européen, mais un modèle essentiellement européen. Et les femmes ont toute leur place dans la société parce qu'elles le valent bien. Et donc, ensemble, on est plus fort. Tout et tous ensemble, continuons le combat. Merci. Merci beaucoup. Véronique Perdereau, quelles actions pour promouvoir les femmes dans l'estime au moment de l'orientation professionnelle? Alors complètement à chaud, j'ai envie de renforcer encore ces propos parce que finalement ce qu'il ressort, c'est que les filles ont besoin d'être entre elles aussi. Et la mixité, c'est peut-être pas tout le temps, c'est peut-être pas dans tout le parcours. Et avec le recul, je réalise en fait que ce qui m'a peut-être aidé à me projeter vers des études scientifiques, c'est que mon lycée de banlieue, c'était un lycée de filles. Et du coup, dans le moment de l'orientation, on n'était pas dans la compétition. C'était le lycée du coin, hein, c'est pas un choix. Enfin, voilà, faut pas non plus mal interpréter. J'étais pas du tout dans une filière extrêmement élitiste. Mais du coup, cet entre-soi qui existait à ce moment-là dans plein d'autres établissements, et donc Polytechnique était purement masculin, à côté de ça, il y avait aussi des établissements pour les filles. Et aujourd'hui, là, vraiment à chaud, et je ne veux pas que ce soit interprété de quelque façon que ce soit, mais je me dis, c'est peut-être ça qui m'a aidée à pouvoir faire mon choix de bac, d'aller en bac C, parce que mes copines autour, elles allaient en bac C, parce que globalement, la cohorte des filles, eh bien, on se répartissait sur les différents bacs. Et donc, on ne se sentait pas exclus. Alors évidemment, quand je me suis retrouvée en fac, on n'était plus que 4 filles sur 150. Hein. Ça a fait une grosse chute culturelle. Hein. Mais enfin, on s'habitue. Et je me dis que ces initiatives, et notamment celles que vous avez exposées, sont peut-être le moyen de les mettre à un moment dans un environnement sécurisant qui les encourage à s'autoriser tout simplement, à aller au-delà. Alors évidemment, le travail, il doit se faire bien en amont, ça a été dit à plusieurs reprises, et on le sait, ça se dessine dès le primaire. Les filles qui étaient bonnes en maths, au collège, elles s'écartent, et puis finalement, ça n'aboutit pas vers des études scientifiques. Hier, j'étais à Reims parce que la région académique avait organisé un événement en partenariat avec EDF et ses partenaires, en partenariat avec l'Université de Reims et un projet dédié à l'orientation qui est le projet L. Et l'idée, c'était de montrer aux lycéens, donc en seconde, bien avant, en terminale, avant la clôture de Parcoursup, ce qu'étaient les métiers de l'énergie, hein, au sens très large. Et quand je suis arrivée, je suis restée un bon moment, on m'a fait circuler et je voyais que des gars. Donc c'était des élèves de lycée un peu excentrés, hein, loin de l'université en fait, des filières STI 2D, et je me suis inquiétée, je voyais que des gars. Et en fait si, il y avait bien des filles, mais elles étaient dans leur groupe à part, il n'y avait finalement pas trop de mélange, mais est-ce que c'était pas une bonne chose justement, qu'elles restent entre elles, rétrospectivement. Et donc j'ai eu le mot de la fin dans l'amphi, et je leur ai dit qu'il fallait, je les ai encouragés bien évidemment, et je ne manque jamais de dire que je suis une scientifique. Je pense que c'est important de montrer des modèles, ça a été dit, montrer que c'est possible, qu'on peut le faire, et c'est ce que je leur ai dit, et j'ai eu l'impression que c'était apprécié. Alors on peut travailler tous ensemble, on peut travailler avec la région, je suis tout à fait partante pour m'associer à des initiatives. J'ai placé cette question des filles vraiment comme une priorité de l'action de la région académique, et nous sommes actuellement en train de réfléchir à ce que nous pouvons faire, et je pense que là, j'ai pris un peu d'inspiration aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Sandra Bukele, quel serait votre souhait en matière de coopération transfrontalière sur le sujet de la mixité? En 1 à 2 minutes, max. Ich glaube, mir reicht sogar nur eine Minute. Also ich würde Oh, vous savez, je crois qu'1 minute me suffira. Eh bien, moi, mon vœu, ce serait qu'il y ait davantage de manifestations comme celle d'aujourd'hui, parce qu'il en émane un esprit. Et cet esprit émane à la fois des femmes et des hommes qui sont là. Nous avons entendu souvent, maintenant, cela a été évoqué, qu'il y a des hommes qui ont été décisifs parce qu'ils ont apporté leur soutien.
ils ont permis une décision. Donc, il nous faut les deux sexes. Et pour la coopération transfrontalière, mon vœu, c'est que la région Grand Est fasse également un Girls' Day et une Girls' Day Academy, parce qu'alors, cela permettrait d'établir des liens et les élèves se diraient, tiens, je pourrais même aller de l'autre côté de la frontière et ce serait un immense enrichissement pour nos élèves des deux côtés. Merci. Voilà une merveilleuse idée, un European Girls' Day Academy Programme. Et Stéphanie Kiss, vous avez le mot de la fin. Comment faire de la mixité un enjeu non seulement transnational, mais aussi transpartisan? Merci. Alors, effectivement, merci beaucoup. Je pense que le message qui vient d'être passé, on l'a bien entendu et on le prend bien à cœur. Je pense que c'est déjà un enjeu transnational et transpartisan parce que effectivement, lorsqu'on travaille, alors, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai que la région a une politique en faveur de la mixité qui est absolument transversale, que nous essayons, et c'est pas pour rien qu'il y a quand même une délégation sur cette thématique-là. Il y a une élue qui est déléguée, qui porte cette politique. Donc ça aussi, c'est un message fort. Hein. C'est pas quelque chose qui est généralisé dans l'ensemble des exécutifs régionaux. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'important. Et ensuite, je pense qu'on pourrait effectivement réfléchir, parce qu'on a déjà des actions de coopération transfrontalière. On parle au mois de mai, on va donc à nouveau accueillir un temps de présentation des projets sur Orienté, qui est un temps d'échange entre des lycées français, allemands et suisses qui travaillent ensemble avec des entreprises sur des projets. Donc, ce n'est pas uniquement des jeunes filles, mais c'est un projet qui est intéressant et qui est en plus soutenu par l'Union européenne dans sa démarche et qui démontre qu'on peut effectuer la coopération et que les jeunes, la jeune génération est beaucoup plus encline. Je pense que l'avenir, c'est aussi eux, c'est sur eux qu'il faut miser. Et on voit bien comment, lorsqu'on leur donne les clés, lorsqu'ils font, eh bien, parfois, c'est beaucoup plus simple que pour nous, parce que c'est presque naturel. Ils travaillent ensemble de façon quasiment naturelle. Et ça apporte vraiment... il y a eu de très, très beaux projets qui ont pu être montés. En tout cas, moi, c'est vraiment un dispositif que j'aime beaucoup et auquel j'apprécie beaucoup de participer, au moins d'assister à la restitution de ce qui a pu être construit et fait par ces jeunes. Donc, le souhait, et en tout cas la volonté régionale, c'est de continuer de perdurer et puis de continuer à porter ensemble. Et ces échanges et d'avoir ces temps d'échange, ces temps d'échange de pratiques. Et le vœu que vous portez sur une Girls Academy européenne, de la région Grand Est, oui, ça peut être une piste. Après, il y a d'autres. Le nerf de la guerre étant aussi, il y a aussi des moyens qu'il va falloir pouvoir trouver et mobiliser. Et puis, ça ne peut pas se faire sans notre partenaire privilégié, qui est l'éducation nationale, puisque en France, les choses sont encore peut-être un peu différentes, et il faut vraiment qu'on le co-construise. En tout cas, on se rend compte que lorsque on mise, c'est ça en fait, c'est miser sur les filles. Miser sur les femmes, eh bien, l'investissement sur cette partie de l'humanité porte ses fruits et elle le mérite. Elle mérite qu'on investisse lourdement pour elles et pour leur avenir et pour l'avenir de nos territoires. Merci encore à toutes et à tous. Ça a été un vrai plaisir que de vous écouter depuis 1 jour et demi. Merci encore à Sylvie Dalguer d'avoir œuvré pour mettre en œuvre cette journée. Merci beaucoup Sylvie Dalguer. Vous allez, en fait, c'est vous qui allez avoir le mot de la fin. Nous n'avons malheureusement pas eu le temps de relayer les questions sur cette session, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de commentaires de personnes qui étaient très touchées par votre témoignage, des personnes qui demandaient aussi des conseils aux filles qui voulaient, des conseils à Madame Keller sur les filles qui voulaient s'investir en politique, mais je pense qu'avec vos mots, vous les avez donnés naturellement, vos conseils, des appels à généraliser les Girls Academy programmes, et enfin
des appels à former les enseignants et les enseignantes à l'égalité professionnelle. Voilà, merci beaucoup à toutes pour vos mots. On va maintenant pouvoir clôturer la session avec Madame Dalguer et la sénatrice Jocelyne Antoine qui va nous accueillir sur la tribune. Merci à toutes et à tous. Et merci de bien rendre à l'issue de cette dernière clôture, de ramener les écouteurs, les casques à l'accueil. Merci.